Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers étudiants. Deuxièmement, on traite la partie clinique du rétrécissement mitral. Donc vous êtes habitués à ça maintenant. Toujours on abordera deuxièmement la pathologie clinique. Tous ces supports sont toujours dans la description. Abonnez-vous toujours chers collègues, je vous invite. Maximisez aussi vos partages. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Mon but c'est toujours d'atteindre le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc on engendre la partie clinique du rétrécissement mitral de la première vulvo ou bien pathologie bien de valvulopathie. Donc premièrement, circonstance de découverte. Le rétrécissement mitral, il est observé, toujours je répète, je vous invite à prendre note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Tout ce qui est notion de base, tout ce qui est rouge, tout ce qui est en gras, c'est bien sûr des notions à retenir et des thèmes fréquents des examens. Donc 9 cas sur 10, ils sont retrouvés chez la femme au cours de grossesse. Donc si on vous pose la question quelle est la position ou bien quelle est la circonstance qui va montrer ou bien qui va pousser ce rétrécissement mitral à apparaître symptomatiquement, donc c'est une grossesse. C'est pour cela 9 à 10% des cas de ces rétrécissements mitrales ils vont devenir symptomatiques chez la femme enceinte. Généralement ce dernier il est asymptomatique, vous allez voir. En règle générale, donc ce dernier, ce rétrécissement mitral, il est révélé par une manifestation fonctionnelle. Donc c'est une dyspnée d'effort, une hémoptysie qui est due à l'OAP. Vous allez revoir ça dans les complications dernièrement. Des troubles de rythme auriculaire, fibrillation auriculaire ou du flotteur. Vous allez voir la fibrillation et le flotteur dans la troisième playlist toujours, qui sera dédiée, je répète, pour l'interprétation de l'ECG. Donc une compétence que tout médecin doit acquérir. Un œdème aigu du poumon, et c'est du mauvais pronostic. Une embolie systémique périphérique ou cérébrale. Donc tout ça, c'est des complications, malheureusement. Donc un rétrécissement mitral qui est découvert devant un œdème aigu du poumon, des embolies, des accidents gravido-cardiaques. Malheureusement, c'est du stade qui est très avancé et malheureusement, c'est du mauvais pronostic. Donc ça, c'est les circonstances de découverte. Maintenant, on va passer à la clinique. Et là, je vous invite à noter la fameuse triade de Du-Rosier. Donc, si on vous pose la question, quelle est la triade? Quels sont les signes que vous allez retrouver devant votre, surtout l'auscultation? Donc, toujours dans la cardiologie, c'est l'auscultation qui est le temps majeur de l'examen. Vous avez vu ça l'année passée en sémiologie. Vous pouvez reconsulter à tout moment la playlist de sémiologie cardiaque pour mieux comprendre. Toujours, il s'agit d'un enchaînement du cours à suivre. Donc la fameuse triade de Du-Rosier qui consiste à, premièrement, un éclat de B1. Donc si on vous pose la question, citez-vous la triade de Du-Rosier. Donc vous allez dire premièrement un éclat de B1, un COM qui correspond à un claquement de l'ouverture de la valve mitrale. Ça nous fait rappel à la sémiologie des souffles. Donc, et un roulement diastolique. Donc je répète, donc, un éclat de B1, premièrement. B1, il correspond à la fermeture de la valve mitrale et tricuspidienne. Donc, tout ça, c'est de la sémiologie. Un claquement de l'ouverture de la valve mitrale qui est sténosé. Et un roulement diastolique qui est grave, qui est grondant, qui est holodiastolique. Donc, c'est une pathologie diastolique de forme de crescendo. Donc, ça, c'est un souffle d'un rétrécissement mitral. Toujours, je vous dis, reconsultez votre sémiologie donc cardiaque des souffles et des bruits cardiaques pour mieux comprendre. Donc, premièrement, la clinique. Donc, après votre interrogatoire à l'inspection, vous allez noter un fascier mitral, des érythroses. Donc, chez surtout la femme, je répète. Donc, elle va souffrir, comme on avait dit, des hémoptysies, des dyspnées, des troubles de rythme. Donc, vous allez noter premièrement un fascier mitral, une érythrose, des cyanoses, des pommettes. Tout ça, c'est à l'inspection. À la palpation, qu'est-ce que vous allez sentir? Donc tout ça, c'est de l'examen cardiologique. Je vais vous laisser tous les liens de ces cours de sémiologie dans la description. Donc frémissement cater diastolique qui va se situer à la pointe. Ce dernier, il est mieux perçu à la position de décubitus latéral gauche. Donc tout ça, c'est, je répète, la sémiologie. Vous allez noter une vibration.
donc dur, un éclat de B1, et vous pouvez même avoir un signe de Harzer qui va témoigner d'une hypertrophie ventriculaire droite, et malheureusement ça c'est du stade terminal. Mais je répète, la fameuse triade de Duroser, éclat de B1, claquement de l'ouverture de la valve mitrale, un roulement diastolique. Donc ça c'est la fameuse triade. Là voilà, un souffle en décrescendo. Donc décrescendo, ce dernier va diminuer. C'est un roulement, mais c'est un souffle diastolique que vous allez noter à l'auscultation. Donc les frémissements, ça c'est à la palpation. Elles vont être traduites à l'auscultation par un souffle décrescendo, le voilà, qui est, je répète, holodiastolique. Notez-vous bien tous ces termes-là. Voire un signe de Harzer, malheureusement. C'est la dilatation du ventricule droit, c'est l'insuffisance ventriculaire droite, malheureusement, stade avancé. Vous pouvez avoir, comme on avait vu dans la physiopathologie, des signes d'HTAP, d'hypertension artérielle pulmonaire. C'est l'éclat de B2. C'est le souffle systolique au foyer pulmonaire. Donc tout ça, c'est de l'auscultation. Et vous pouvez avoir un signe d'insuffisance tricuspidienne et un signe de Carvalho. Je répète, je vais vous laisser le cours de l'examen cardiaque où on avait parlé de tous ces signes. C'est ce signe de Harzer qui témoigne dilatation du ventricule droit, le signe de Carvalho, les souffles. Donc tout ça, on avait vu l'année passée en sémiologie. Donc à retenir, donc 9% des cas, ce dernier, il va être révélé chez la femme enceinte, surtout en grossesse. Ça, c'est le tableau clinique. Vous allez noter le faciès, érythrose et cyanose des pommettes, donc qui témoignent de la souffrance de la femme. À la palpation, vous allez sentir les frémissements et je répète, à l'auscultation qui est le temps majeur de l'examen cardiaque. Vous allez noter la triade de Duroser, je répète pour la troisième fois, éclat de B1, claquement de l'ouverture mitrale avec un roulement holodiastolique. J'espère que vous allez noter ça en tête. C'est fréquemment posé, bien sûr, comme thème d'examen. Donc, là, voilà, c'est le foyer là, en décubitus latéral gauche, donc l'irradiation de souffle. Donc, c'était un souffle de rétrécissement mitral, il va irradier vers les selles. Tout ça, c'est de la sémiologie toujours. Il est mieux perçu, je répète, en décubitus latéral gauche. Ça, c'est l'auscultation. Vous avez noté la fameuse triade de Duroser. Les examens complémentaires. Donc, si on vous pose la question, quels sont vos premiers examens à prescrire chez un patient où vous suspectez ou bien un rétrécissement mitral, vous allez répondre 2 examens. Donc, vous allez prescrire un radiothorax de face et de profil pour avoir la silhouette cardiaque. Je vous invite toujours à consulter toujours la sémiologie. Donc, vous voyez là, la relation entre sémiologie cardiaque et la cardiologie, c'est primordial. Un médecin, pour bien maîtriser la cardiologie, il doit bien maîtriser la sémiologie cardiaque qu'on avait vu l'année passée en troisième année. Donc, c'est d'écrire la silhouette cardiaque, les axes droits et les arcs plutôt droits et les arcs gauches. On prescrira un téléthorax ou bien un radiothorax de face et de profil. Et on prescrira deuxièmement l'examen clé, toujours en cardiologie, qui est un électrocardiogramme qui va vous noter les signes d'un rétrécissement mitral. Donc, premièrement, on prescrira un téléthorax ou bien un radiothorax. Premièrement, pour l'arc moyen gauche, AMG c'est pour arc moyen gauche, qu'est-ce que vous allez noter? Donc, là, c'est illustré en 2 et 3. Donc, vous allez noter un axe qui est double ou bien convexe en double bosse. Le voilà la flèche noire. Donc, c'est un arc qui est convexe à double bosse. Voilà, 2 et 3. Donc, ça, c'est un axe qui est biconvexe à double bosse. L'arc supérieur moyen, ou bien ce qui est illustré là en 2, il correspond à quoi? Il correspond à un tronc artériel pulmonaire qui est dilaté. Donc, ce qui est illustré là en 2, c'est un arc, ou bien c'est un tronc pulmonaire artériel qui est dilaté. Le 3, ce que vous voyez à gauche dans l'illustration, donc c'est un auricule gauche qui est aussi dilaté. Je répète, en physiopathologie, on avait dit la notion de l'augmentation de la pression et de la dilatation de l'auricule, ou bien de l'oreillette gauche. C'est ce qui explique, je répète, dans l'arc moyen gauche,
un aspect au double bosse. Notez-vous bien. Arc moyen gauche, double bosse. L'arc inférieur gauche, il correspond à quoi? Donc, si vous vous souvenez de votre sémiologie, il correspond au ventricule gauche. Aucun retentissement, il va être noté dans ce dernier cas pour le ventricule gauche et ce qui caractérise le rétrécissement mitral. L'arc inférieur droit qui correspond aux cavités droites. Donc, le ventricule droit, vous allez noter un arc qui est au double contour et c'est ce que vous voyez là dans la flèche bleue, bien blanc. Donc, la flèche noire, vous allez noter là un arc moyen gauche qui est à double bosse, un arc inférieur droit qui est à double contour qui témoigne là de l'hypertrophie ou bien la dilatation du ventricule droit. Donc tout ça, c'est de la sémiologie. Si on vous pose tous ces critères-là dans un contexte clinique, vous allez évoquer là le diagnostic d'un rétrécissement mitral. Aussi, vous pouvez noter des calcifications valvulaires. Je répète, on avait dit que c'était le rhumatisme articulaire aigu qui a été la cause. Rhumatisme articulaire aigu, vous allez revoir ça en 5e année. Donc, c'est une maladie du système, c'est une inflammation et toute inflammation, elle va finir à soit de calcification, soit de fibrose. Donc, vous pouvez noter des calcifications valvulaires dans votre téléthorax. Ça, elle est appelée la silhouette mitrale. Donc, si vous avez un cœur ou l'axe moyen gauche qui est en double bosse, premièrement, faites attention. Le voilà, l'arc qui est à double bosse. Et l'arc inférieur droit qui correspond au OG, l'oreillette, ou bien au OD, l'oreillette droit qui est, je répète, faites attention, en double contour qui témoigne de dilatation de l'oreillette, ou bien du ventricule gauche. Là, il s'agit d'un rétrécissement mitral. C'est une image à double contour avec un arc à double bosse. J'espère que vous avez noté tous ces points-là. Donc ça, c'est un tableau clinique ou bien c'est un téléthorax à interpréter devant un rétrécissement mitral. Certains cas spécial, le poumon mitral, donc il est retrouvé devant un rétrécissement mitral serré très évolué. Vous allez noter dans certains des cas des fibroses pulmonaires malheureusement et voir l'aspect en miliaire. Ça nous fait rappel à la pneumologie où on avait vu l'aspect en miliaire. Donc là voilà, ça c'est un OAP. Donc ça, c'est un aspect en aile de papillon et vous pouvez avoir un aspect de miliaire de petits grains. Donc, et c'est du diagnostic différentiel avec la tuberculose. Je répète, le silhouette mitrale, donc c'est un arc qui a double contour. Là voilà, un oreillette, bien un ventricule droit en double contour et un arc moyen gauche à double bosse. Ça, c'est la silhouette d'un rétrécissement mitral au radiothorax. Le premier examen. Deuxième examen à prescrire. Donc là, voilà toujours. Là aussi, vous voyez là, c'est un axe, bien c'est un arc moyen droite qui est à double bosse. Et là, ce que vous notez là, une image à double contour. Donc ça, c'est un rétrécissement mitral qui est suspecté à la radiographie thoracique ou bien au téléthorax. Le deuxième examen, c'est l'électrocardiogramme. Donc là, voilà un rétrécissement mitral en ECG. Donc en électrocardiogramme, en présence d'un rétrécissement mitral, l'ECG, il va vous montrer des signes qui sont malheureusement inconstants et indirects. Je répète, comme je vous ai dit dans la partie précédente, c'est l'échographie, ou bien c'est l'écho-cœur qui est l'examen clé. On va voir ça dans juste quelques plaques. Donc, radiothorax et un ECG, ils sont à prescrire en première intention. Faites attention, si on vous pose la question, quels sont les examens à prescrire en première intention devant un rétrécissement mitral, vous allez répondre radiothorax ou bien téléthorax pulmonaire, un ECG, un électrocardiogramme. Et si on vous pose la question, quel est l'examen de certitude, l'examen clé, c'est l'électrocardiographie qui est l'examen la diagnostic. On va voir ça dans quelques plaques. Donc en électrocardiogramme, vous allez voir une hypertrophie auriculaire gauche. Donc c'est une onde qui est bifide en D1, VL, V5 et V6. Vous allez revoir ça, cette onde bifide P. Donc en interprétation de radiothorax, ou bien en interprétation plutôt de l'électrocardiogramme. Et cette dernière qui va être biphasique en V1 et en
V2. Donc, comme conséquence, premièrement, en ECG, vous allez noter une hypertrophie auriculaire gauche ou bien une HAG. Dans certains des cas où la pathologie elle est très évoluée, malheureusement, vous allez noter une hypertrophie ventriculaire droite. Vous allez revoir ça. Toujours, c'est l'aspect RSR. Je vais vous laisser ça à la partie ou bien dans l'interprétation de l'ECG. Gardez-vous bien. Donc, vous allez noter une HAG, hypertrophie auriculaire gauche surtout. Dans certains cas évolués, vous allez noter une hypertrophie ventriculaire droite, ce qui explique l'image en double contour. Et dernièrement, vous pouvez noter ce que vous voyez là en bas, une fibrillation atriale plutôt un trouble de rythme qu'on va aborder dans le deuxième chapitre. Donc en ECG, vous allez dépister une HAG. Donc si vous avez une silhouette mitrale à la radiographie en association avec cette triade-là, donc une HAG à l'électrocardiogramme en ECG, une HVD droite dans des formes évoluées avec défibrillation atriale. Ce que vous voyez à gauche, c'est la trémulation, notez-vous bien ce terme-là. C'est une trémulation de la ligne isoélectrique avec l'absence de l'onde P. Donc là, c'est une fibrillation auriculaire et qui est très fréquente comme complication devant un rétrécissement mitral. Donc j'espère que vous avez noté ça. On va passer au examen clé, donc qui est l'électro ou bien l'échocardiographie. C'est un examen de diagnostic, c'est l'examen clé devant toute valvulopathie. Donc vous allez noter un aspect en créneau, vous allez noter des mouvements paradoxaux. L'échocardiographie aussi vous permettre d'apprécier l'état de la valve et de l'appareil sous-valvulaire. Donc les rétrécissements et les calcifications aussi, ça nous fait rappel à la première partie. Aussi, deuxième, donc premièrement, ça c'est pour le diagnostic. L'échocardiographie, c'est l'examen clé aujourd'hui. Aussi, c'est l'évaluation de la surface mitrale. Donc, par une planimétrie bidimensionnelle, il va vous permettre de calculer la surface mitrale. J'espère que vous vous souvenez de la première partie. Est-ce qu'il s'agit d'un RM qui est modéré, qui est serré ou très serré selon la surface? Aussi, il va vous permettre, toujours, l'échocardiographie, c'est l'examen clé dans les rétrécissements mitral et toute autre valvulopathie. Donc, vous allez noter là un retentissement cavitaire sur l'oreillette gauche. Vous pouvez déceler une dilatation de l'oreillette gauche, les dilatations ou la pathologie des cavités droites à un stade évolué et aussi la pression artérielle pulmonaire et l'insuffisance tricuspidienne qui va survenir de façon qui est fonctionnelle. On va revoir ça, donc toujours dans l'insuffisance cardiaque droite, faites attention dans le dernier chapitre. Aussi, vous pouvez voir des autres lésions associées, d'autres valves aussi, donc toujours en échocardiographie, ça nous fait rappel toujours à la sémiologie en troisième année, on finira, ou bien dans votre examen cardiaque, donc vous passez premièrement de l'interrogatoire, donc palpation, les frémissements, l'auscultation, le temps majeur, l'échocardiographie et le Doppler aussi. Ils ont ces indications et je répète toujours, rechercher des pathologies sous-jacentes d'autres valves. Donc l'échocardiogramme, si on résume avant de conclure, c'est l'examen clé de diagnostic. Il évalue la surface mitrale, il évalue le retentissement cavitaire sur les cavités droites et l'oreillette gauche et même les pressions capillaires, pulmonaires. Il recherche d'autres lésions associées dans d'autres valves. Et on peut administrer ou bien on peut faire le recours au ETO. Donc ça c'est le TT, c'est l'échographie transthoracique. Dans certaines indications, vous pouvez prescrire ou bien avoir l'aide à une échographie transœsophagienne. Donc qui est à prescrire devant une appréciation de la valve surtout et de l'appareil sous-valvulaire et en cas de thrombus. Mais gardez-vous bien en tête si on vous pose la question, ça c'est le but de cette partie. L'échocardiographie, l'échocardiogramme, l'échocœur, c'est l'examen clé de diagnostic, d'évaluation de la surface, la gravité, le retentissement et même dans certains des cas, vous allez voir pronostic. Là, dans le support, vous voyez,
Ça, c'est l'aspect en genou de la valve mitrale. Ça, ce que vous voyez, donc ce qu'on avait dit, c'est la planimétrie bidimensionnelle. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'appréciation de la surface mitrale. Et vous voyez cette dernière, elle est rétrécie. Là, la planimétrie, elle avait revenu avec une surface qui est de 1,34. Donc, c'est un rétrécissement qui est très serré. Donc, ça, c'est le deuxième intérêt. Et même le pronostic par atteinte ou bien d'autres dilatations des deux cavités droites. Donc, ce que vous voyez là, ça, c'est l'oreillette gauche. Et ça, c'est le ventricule gauche. Là, voilà une valve mitrale avec un aspect en genou. Si on vous pose ce dernier-là dans un contexte clinique, vous allez évoquer avec certitude là un rétrécissement mitral. Donc, à retenir, l'écho-cœur, c'est l'examen, les diagnostics, pronostics, d'autres retentissements ou bien d'extension, et aussi pour l'évaluation de ce dernier, classification de ce rétrécissement. D'autres examens paracliniques, donc avant de conclure, donc c'est l'exploration hémodynamique, donc c'est la dilatation ou bien après une dilatation percutanée. Donc ces derniers ou bien ces cathétérismes, donc ils sont indiqués devant une coronarographie. Cette dernière, elle est indiquée en préopératoire. Donc pour l'homme, en âge supérieur à 40 ans, femme supérieure à 50, devant une longueur, devant des facteurs de risque. Aussi, cette indication invasive au cathétérisme, donc elle est indiquée devant une discordance clinique et échographique. C'est rare. Je répète, l'échographie, c'est un examen de haute qualité. Donc, il va nous permettre de poser le diagnostic de certitude de tout valvulopathie. D'autres examens, c'est le cathétérisme droite et gauche. Donc, leur indication, ou bien il est utilisé pour calculer le gradient entre ventricule gauche et capillaire pulmonaire en holodiastolique, calculer les surfaces mitrales, calculer la formule de Gorlin. Mais je répète toujours à retenir dans cette partie les deux examens à prescrire en première intention. Donc c'est un téléthorax premièrement et un ECG, un électrocardiogramme pour évoquer la pathologie. Notez-vous bien tous les aspects qu'on avait parlé. Et l'examen de certitude là, donc c'est l'échocardiographie, l'écho-cœur. Donc il va vous permettre un diagnostic, une évaluation, un retentissement et voire même un pronostic. Donc ça c'est tout chers collègues pour cette deuxième partie à la clinique. J'espère que vous avez noté tous les points forts. On conclura ce cours prochainement. On va voir les critères de gravité qui sont à retenir, les complications et l'évolution de ces troubles, de ces rétrécissements mitral et avec dernièrement la thérapeutique. Merci pour votre attention toujours. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.